Salut à tous, l'épisode 8 avec Astana est fondamental, vous allez voir pourquoi. On a un Giro à terminer, mais on a aussi un Tour de France à préparer de très très près, et puis aussi des pré-transferts à continuer un petit peu d'envisager, mais ça c'est encore un petit peu plus loin. Alors, très 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 brièvement, les résultats sur les courses par étapes n'ont pas été scandaleux pour nous, mais on aurait pu parfois faire mieux probablement. Et les résultats sur les courses d'un jour ont été plutôt corrects vu la nature de l'équipe, mais c'est pas de ça que je vais vous parler tout de suite, c'est en lien avec le Giro qui est capital pour notre sponsor. Allez, il y a quelqu'un qui a encore quelque chose à nous dire. Alors, qu'est-ce qui se passe là sur ce Giro? Tu es en train de lâcher ou qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? euh, Ah non, écoute, on a fait le boulot là maintenant. On peut considérer que c'est bon. Miguel Angel Lopez, il va aller nous le chercher celui-là. Et puis moi, comme ça, je vais pouvoir un petit peu penser à autre chose. Et c'est quoi ce autre chose? Tu vas sur le Dauphiné, c'est ça? Non, je pense pas a priori. J'ai un autre truc en tête. On va en parler bientôt. L'équipe est très forte. On a un petit Tour de France en ligne de mire. On a envie d'être compétitif là-bas. Et je vais faire tout ce qu'il faut pour. On va parler avec le directeur sportif, etc. On va mettre tout en place pour ça. Et puis voilà. Donc je suis content d'être venu sur ce Giro. Hein, on a pu aider un petit peu Lopez. Et puis maintenant, on va s'occuper d'autre chose. Tu vas le gagner le Tour de France? Ouais, 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 je te vois venir, écoute, on verra. Donc, bah écoutez, on va faire ce que dit Jacob, hein, on va pas s'embêter. Hein. Donc on est pile là au soir, vous voyez la date hein, de l'étape 15, et ce qu'on va faire exactement, c'est regarder où en est la préparation de Fuglsang pour le Tour de France, qui est son prochain objectif, voilà, avec donc des points de course exclusivement, puisqu'en fait son pic de forme avait été décalé, ce qui fait qu'en fait il n'y a eu aucun jour d'entraînement, puisqu'il était déjà sous pic de forme en début de Giro, vous vous en souvenez, et donc on a 27 points de préparation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on prend le risque, évidemment, dans ces situations-là, de rater le pic, puisqu'il sera trop avancé pour le Tour de France? Certainement pas. Donc à partir de là, j'ai échafaudé un petit plan pour que Fuglsang soit en pic de forme le jour J sans qu'il y ait de problème. Vous voyez par exemple, on va mettre à 0% la dernière semaine de Giro, tout en sachant qu'il va être retiré de ce Giro. Et donc là, en apparence, c'est vrai que ça explose. On se dit, oh là là, courbe de fatigue, courbe de prépa, courbe de forme, ça va être n'importe quoi, mieux vaut abandonner le projet, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, les choses ont de grandes chances de revenir dans l'ordre. Parce qu'en fait, la semaine là, actuellement à 0% ne compte pas puisqu'il y a du Giro qui est planifié. Mais en le faisant abandonner, on va réussir à récupérer une semaine complète de repos. Et c'est exactement ce dont il a besoin pour être dans les cordes et surtout être sans fatigue accumulée au moment de commencer le Tour de France. Donc c'est ce que j'ai fait ensuite, je l'ai fait abandonner avec toutefois quand même petit bug du jeu, c'est qu'en fait quand vous le faites abandonner, il apparaît encore dans le dans le planning, dans le petit écran, vous savez, de préparation de la course. Bon allez, c'est pas dramatique. Et puis surtout, ce qu'il va bien falloir voir en fait, c'est que au niveau des points de préparation, on va retomber sur nos pattes. Comment? On va retomber sur nos pattes par le biais de stages. Voilà, donc on peut observer en fait que la fatigue sera maîtrisée, que la courbe de forme de préparation vont coïncider et seront très très satisfaisantes entre 98 et 100, et en fait avec des stages on va aller chercher en fait le cap des 100 points le matin de l'étape 2. Pourquoi l'étape 2? C'est très très simple, c'est parce que l'étape 2, il y a un contre-la-montre par équipe sur ce Tour de France, donc profil 2019,
Et donc il est impératif qu'un maximum de monde soit en pic de forme déjà pour cette étape 2. Après évidemment il y aura une étape 6 qui sera le rendez-vous suivant pour Full Sang, parce que je pense pas que sur la 3 on puisse vraiment casser la baraque. Attention aux étapes 8 et 9, ne pas se prendre une bordure à l'étape 10, ça c'est pour le clin d'œil. Et puis après il y aura évidemment un rendez-vous du côté des Pyrénées où l'on est attendu, où il y a notamment 12, 14, 15 qui méritent aussi de s'attarder. C'est des stages aussi qui sont bien nécessaires. Il y a un stage spécial 12, 14 et 15 avant de focaliser sur les étapes 18, 19 et 20 qui elles aussi méritent un stage, parce que tout peut se jouer là en fait très clairement. Et puis en plus on n'est pas sur un Tour de France amputé, on est sur un vrai Tour de France où les étapes seront, comment dirais-je, disputées telles qu'elles devaient l'être et qu'elles ne l'ont pas été, vous le savez, pour des raisons météorologiques. Donc ce que je pense sincèrement, donc, c'est viser le stage des Pyrénées avec seulement 4 coureurs pour des raisons de course et de participation de d'autres. Ensuite, ce que j'ai appelé stage 2, c'est le stage dans les Alpes pour préparer les étapes 8, 18, 19 et 20. On se demande un peu ce que fait la 8. Il y aura un stage de CLM par équipe aussi, logique. Et donc le petit bilan, il est là. Voilà, on a nos participants. Bilbao, Fraile, Sanchez, Lutsenko, Kort Nielsen seront bien costauds pour essayer d'entourer un Jakob Full Sang. Voilà, ensuite, bon, je vous parlais d'un objectif capital pour le sponsor. Bah oui, on a quand même un Giro à terminer. Peut-être pas essayer trop non plus de croire que c'est vraiment joué, même s'il y a 2,26 sur Kelderman, il y a 3,22 sur Egan Bernal. Et juste un petit rappel, comment ont été glanés ces écarts, essentiellement sur cette étape-là, sur l'étape 15 de ce Giro, où je vous avais laissé là-dessus à l'épisode précédent, où en fait on avait fait beaucoup travailler Egan Bernal, et notamment l'équipe de Kelderman n'avait pas relayé, n'avait pas aidé. Les Movistar aussi étaient restés relativement planqués, pendant que Yon Izagirre exerçait une menace, en tout cas une menace pour l'IA à l'avant, parce qu'on peut se douter que dans la réalité ce serait passé bien autrement, parce qu'en fait Bernal aurait probablement trouvé des idiots utiles, comme j'aime bien les appeler. Puis après il y a ce moment dramatique pour le team Ineos et pour Egan Bernal, puisque ce dernier, ayant beaucoup travaillé dans la plaine qui menait au Civiglio, a craqué. Et après évidemment les écarts font très mal dans ces cas-là, puisque vous avez un coureur qui est quasiment en fringale, qui est en souffrance totale, et puis en haut ça s'envole, parce qu'on a évidemment gardé beaucoup de barres pour l'ami Lopez, même s'il n'ira pas chercher la victoire finale, elle est pour Tish Benoît, mais en tout cas l'écart par contre lui devrait nous assurer le Giro. Alors devrait, parce que quand même c'est loin d'être ficelé, il y a quand même quelques arrivées au sommet, il y a des étapes dangereuses, donc bon, on va pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir, on va dire, battu, c'est du sport, c'est pas la guerre, donc on va pas dire tuer, mais voilà, donc étape 16 délicate. Attention, il faut pas se laisser avoir, parce qu'il y a deux trucs énormes de difficultés juste monstrueuses, avec le Mortirolo notamment en avant-dernière difficulté, si l'on peut dire. Donc délicat à gérer, surtout pas commencer à faire n'importe quoi. Nous, ce qu'on veut là, c'est vraiment contrôler en fait. C'est pour ça que je fais rouler par moment Manuele Boaro, parce que je veux pas qu'il y ait trop de champs pris par l'échappée, dans laquelle il y a quelques coureurs qui ont, allez, on va dire l'écart minimal au classement, c'est 20 minutes. J'ai pas envie que ça aille jusqu'à 14-15, même si c'est qu'après l'IA a tendance à rouler pour réduire les écarts, mais je préfère pas trop, voilà, dans ce Passo Gavia là, avant d'être relayé par le team Ineos, on avait quand même un petit peu roulé, puis après il y a voilà comme ça quelques-uns des équipiers qui commencent à lâcher. Mais c'est pas bien grave, et puis surtout on est aidé par un petit coup de pouce là de l'IA, encore une fois, parce qu'en fait ça s'arrête plus ou moins de rouler au moment où on aurait perdu Gorka Izagirre et Jan Hirt, on les aurait perdus. Alors il faudra attendre le Mortirolo peut-être pour les perdre,
puisque au final ils se sont refaits dans la descente et puis ça va, donc on a eu de la chance. En fait, sur la toute fin du col, on a vraiment pu perdre pas mal d'équipiers. Ça n'est pas le cas, mais quand même. Par contre, sur la fin du Mortirolo, une fois que Bilbao, Hirt, puis Gorka Izagirre sont lâchés, je me décide à tenter une petite offensive, hein, on peut pas appeler ça comme ça, on va dire un léger durcissement, une petite prise de contrôle de la course, du peloton maillot rose, pour voir un petit peu comment ça réagit en fait. Voilà, je veux à ce moment-là tester un peu derrière les forces. Alors après ça se regroupe un petit peu parce qu'en fait Yon Izagirre, qui était le seul soutien, parce que, inutile de penser faire bosser Miguel Angel Lopez, bien évidemment, on le cale au chaud lui. Izagirre était peut-être un poil court pour pouvoir faire vraiment une différence. Donc voilà, c'est pas très grave. C'est donc l'échappée qui va se partager la victoire, mais avec un écart relativement réduit. Tish Benoît encore, après l'étape 15, dans l'épisode précédent, Tish Benoît va donc prendre cette étape 16, et on a une petite arrivée comme ça entre favoris. Rien à signaler au niveau du temps. J'avais calé Lopez dans la roue de Bernal. Il n'y a aucune bonification à partager. On est donc sur un classement général qui est, on va dire, inchangé. À noter la présence quand même de 4 Colombiens dans les 7 premières places. C'est très fort. 4 sur 7, c'est quand même vraiment à signaler. Après, il y a l'équatorien Carapace aussi dans le top 10, qui fait quand même 5 coureurs sur 10 qui sont soit colombiens, soit équatoriens. Voilà, hein, le cyclisme se renouvelle. Après, on a toujours eu quand même par période des Colombiens très forts et surtout sur terrain montagneux, hein, bien sûr, ça date pas d'hier, mais bon, quand même, pas toujours, hein, ça remonte à 25 ans, quoi, à peu près. Donc, le classement du meilleur grimpeur dans cette étape 17, on voit qu'il va être la propriété du CCC Powells. Nous, on est toujours dans la même stratégie. Comme ça, en plus, une arrivée au sommet, on est toujours dans la stratégie de limiter les dégâts, surveiller un petit peu les offensives des uns et des autres, et voilà, essayer de parer à d'éventuels départs. Voilà, on voit là, par exemple Simon Yates qui avait tenté quelque chose. On a encore en plus la chance d'avoir Peyo Bilbao là qui est présent. Izagirre aussi, et évidemment Izagirre, je suis prêt à perdre la troisième place à terme, hein. Ça me dérange absolument pas, parce qu'en fait la seule chose que je vise c'est cette victoire finale dans ce Giro. Des victoires d'étape en plus on en a eu quelques-unes déjà. À partir de là, tout ce qui m'intéresse désormais c'est vraiment de rallier l'arrivée, c'est-à-dire le soir de l'étape 21 avec ce maillot rose. Pour le reste, c'est totalement anecdotique. On a là un scénario amusant, enfin amusant pour les uns et pas pour les autres. C'est Alexandre Genier qui a cru avoir gagné. En fait, c'est Domenico Pozzovivo qui lui brûle la politesse sur la ligne. Après, voilà, Bernal 4, Izagirre 8, Lopez 12, etc., etc. En fait, ça va se reproduire, hein, ce scénario. Comme on a au final un écart au classement qui est vraiment fait entre les favoris, hein, avec même quelques prétendants potentiels qui se retrouvent déjà très loin et donc qui n'ont plus grand chose d'autre à espérer que partir en échappée. Cette fin de Giro est nécessairement, je dirais, propice à ce comme ça, des gens prennent du champ et se partagent la victoire après une longue échappée, surtout sur les terrains, on va dire, montagneux. Donc c'est ce qui s'est passé, et puis vous allez voir que c'est pas réellement terminé. Moi j'ai du coup tenté ma chance de prendre une échappée, mais sur terrain un petit peu plus plat carrément, sur une étape donc en fait qui est plus ou moins dévolue aux sprinters, hein, clairement. J'ai tenté la chance, il y avait en plus notamment la présence de Tom Skuins, qui est quand même un client, hein, au niveau baroudeur. Je m'étais dit peut-être que, allez, on tente le coup, on voit si l'écart grandit, après on se la règle entre Izagirre et Skuins. Bon, ça n'a pas été le cas, comme vous le voyez. Les équipes de sprinters de Koenig
notamment hein, avec voilà Elia Viviani, Bora aussi avait fait du boulot pour Sam Bennett, la Mickelton Scott avec Matteo Trentin, etc. Lotto Soudal aussi avait essayé de rapprocher Caleb Ewan pour une éventuelle victoire d'étape, ça n'a pas été le cas sur ce coup-là. Peu importe, le classement général est donc toujours inchangé et l'on aborde l'étape 19, on est dans les Abruzzes. On est donc 19-20 se passe là-bas, avec une arrivée au sommet, une étape pas très longue, quand même le dire. On va donc encore une fois contrôler, je vous l'ai fait courte, on est dans la montée finale vers San Martino di Ah oui, je vous signale un truc, j'ai pas trop compris en fait pourquoi est-ce que Boaro, qui protégeait Bilbao, se retrouve avec comme ça bien plus de barres que Jan Hirt, sans qui protégeait Jan Isagire. Franchement, ça c'était pour moi une interrogation mais absolue, parce que on peut pas dire que Bilbao était plus difficile à protéger qu'Isagire a priori, et en plus l'ami Boaro est en forme du jour -1, il y a des moins bonnes notes que Jan Hirt, et à l'arrivée, Jan Hirt qui était en forme du jour favorable se retrouve à exploser bien avant Boaro. Vraiment une grosse interrogation. J'ai vraiment pas compris. Ça m'arrive parfois comme ça sur les protections de pas trop comprendre comment certains peuvent craquer. Donc voilà, hein, San Martino di Castrozza. Et donc une arrivée, encore une fois, pour qui? Pour un échappé, en l'occurrence c'est Richie Porte qui s'est imposé face à Pozzovivo et Zacharine, avec ensuite un Simon Yates, Miguel Angel Lopez qui vient comme ça glaner quelques secondes, mais tout ça est anecdotique. On a bien compris que ce qui va se passer maintenant, c'est l'abord de l'étape 20 avec plus de 3 minutes, ou 3 minutes environ en tout cas, d'avance. Oui, plus de 3 minutes sur Bernal bien sûr, un peu moins sur Kelderman. Et donc, bah voilà, hein, vous pouvez voir que on n'a rien perdu en fait. Voilà, on n'a rien perdu jusque là. Toute la question, c'est de savoir ce qui peut se passer là sur cette dernière étape, on va dire montagneuse, puisque la 21 ne comptera pas pour du beurre, hein, contrairement à ce qu'on voit sur certains grands tours, où la 21 c'est une étape pour les sprinters. Bah là, ça ne sera pas le cas du tout, puisque c'est un petit contre-la-montre qui nous est proposé en 2019 sur le Giro. Alors, j'ai tenté dans cette étape-là de devancer les difficultés avec Bilbao et Isagire frère Gorka. Donc à partir de là, je me suis dit bon, si Gorka pouvait protéger Bilbao de sorte que Bilbao puisse aider dans le final et qu'on puisse éventuellement tenter d'aller chercher une victoire d'étape de prestige pour l'honneur dans cette étape 20, je prends, ouais, mais c'est pas aussi simple que ça. En plus, tiens, bah, pour une fois que je suis présent dans l'échappée comme ça sur terrain montagneux, bah tiens, comme par hasard, bah, on laisse pas de champ à l'échappée. Hein, l'échappée est vraiment à portée de fusil du peloton. On est dans la deuxième difficulté du jour, le Passo Mangen. Et on voit là que, voilà, toujours pareil, ça se tire la bourre un petit peu pour aller chercher les points du grimpeur, hein, notamment un Davide Formolo qui essaye une forte remontée là au classement. Il tente son coup sur la dernière étape de montagne, à voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'il peut arriver à chercher le maillot et détrôner Powell qui ne s'échappe même plus, il reste dans le peloton. Lui avait compris, il a pris ses points, il pense que c'est réglé. Ok, Passo Rolle pour encore la troisième difficulté du jour. C'est une étape vraiment avec du pourcentage, avec du dénivelé, hein, intéressante, plus d'ailleurs avec du dénivelé qu'avec réellement du pourcentage. Parce que par exemple, ce Passo Rolle n'est pas très pentu. Bon, à voir. Vous voyez que Bilbao se débrouille, mais arrive quand même un petit peu au bout de ses capacités là, en cette fin d'ascension du Passo Rolle. Si bien que la descente est abordée avec quelques secondes de retard sur Pozzovivo
et l'ami Formolo, ce qui fait que je me dis, vaudrait mieux peut-être attendre Ilnur Zakarin et Kreuzweig pour... voilà, d'ailleurs, c'est pas les seuls à rentrer là, pour essayer de voir. Alors, le dilemme à ce moment-là, est-ce que je joue la victoire avec Bilbao ou est-ce que je tente un rapproché avec l'arrière? Je suis plus moi sur la deuxième option parce que je sens que Bilbao de toute manière n'aura pas les armes pour, pour arracher la victoire. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment face à Zakarin, Kreuzweig, Formolo. Il n'a pas les moyens selon moi. Du coup, je me dis, écoute, est-ce qu'on pourrait pas nous rapprocher tout ça et peut-être revenir dans la toute dernière montée? Ouais, bon, c'est un truc qui se tente. Voilà, Carapace là, qui va se faire reprendre. On a Bernal et Yates qui sont partis et Kelderman aussi. Et on va y aller, on va dire, tranquillement. C'est un bien grand mot. On va y aller, disons, de manière calme. Avec Bilbao dans un premier temps, Issaguirre pour ramener Lopez dans la roue de tous ces gens-là. Il reste 2 km 5. Il y avait 1 minute, mais on voit que à 1 km et quelques de l'arrivée, on se retrouve avec un échappé, c'est Pozzo Vivo, qui va l'emporter assez tranquillement. Et puis derrière, voilà, 3 des hommes les plus forts de ce Giro, excepté finalement qu'il nous manque Kelderman sous les yeux. Bernal va aller chercher une 2e place, voilà, Lopez une 3e. On n'aura pas réussi à prendre cette victoire d'étape qui nous aurait fait plaisir, mais au final, quelle importance. Quelle importance. On a pris notre Giro, on peut le dire maintenant, parce que je pense pas que Lopez va perdre 3 minutes sur le petit contre-la-montre d'une quinzaine de kilomètres le lendemain. Victoire de Pozzo Vivo. Issaguirre recule un petit peu, c'est normal, il y a eu beaucoup d'efforts pour protéger Lopez. Il vient un moment où ça se paye, surtout quand on n'a plus le 3e larron, full sang pour un petit peu faire le boulot de protection. Le dernier, contre la montre, eh bien on s'entraîne d'abord avec les équipiers, voilà, on s'aperçoit que en mettant un effort grosso modo autour des 75, on n'est pas bien loin de la vérité. Vous voyez par exemple là, il y a un Ion Issaguirre avec +3 de forme du jour. C'est pas très chanceux. À la limite, il aurait pu avoir +5, c'était pareil. Surtout vu les petits paramètres là, vous savez, qui servent à élaborer la forme du jour. Le +5 aurait été totalement mérité en fait, ou +4, et il se prend +3, donc ça joue pas à grand chose, mais du coup c'est vrai que va peut-être lui manquer quelques secondes, surtout face à un Juan Dennis, face à un Kelderman, y compris même face à un Bernal, puisque Bernal, on l'a vu, est super compétitif sur contre-la-montre ou sur contre-la-montre court, on va dire également, d'ailleurs qu'il y a du pourcentage, bien évidemment. Quintana, devant Issaguirre, pour moi c'est une interrogation. C'est pas grave du tout. C'est pas grave. Victoire dans ce contre-la-montre final de, on peut le dire, Juan Dennis, qui va finalement aller chercher son étape tranquille. 21 là. Allez, on va distribuer les maillots. C'est fini. Les bilans. Lopez s'impose sur le Giro. C'est essentiel pour nous. On a gagné beaucoup d'argent, la confiance du sponsor, c'est très bon. Le projet est donc abouti. Powells, pour un petit point, prend le maillot de meilleur grimpeur. Simon Yates arrache pour pas grand chose celui du classement par points. Miguel Angel Lopez, évidemment maillot blanc, qui d'autre aurait pu l'être. Et Astana qui arrive quand même à choper le général par équipe. Écoutez, c'est plutôt sympathique puisque ça nous rapporte encore une fois de l'argent. Donc, la question maintenant, quelle stratégie pour le mois de juin? Voilà, ça c'est vraiment le truc dont on est obligé de s'occuper juste après ce Giro, parce qu'il y a un Dauphiné à assurer, il y a un Tour de Suisse, il y a les championnats nationaux, et après on pourra basculer vers le Tour de France. Alors, Dauphiné. Dans la réalité, ce Dauphiné, il a été remporté par Fuglsang, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, ou j'ai déjà fait allusion plus tôt, et évidemment que Fuglsang n'ira pas. Dès lors, qu'est-ce qu'on fait?
qu'est-ce qu'on pense pouvoir gagner, qu'est-ce qu'on pense avoir à perdre, à envoyer une équipe compétitive ou pas sur ce Dauphiné, eh bien, je vais avoir la même politique en fait sur les deux. Donc je m'en excuse auprès des gens qui sont des fans invétérés du Dauphiné ou du Tour de Suisse, mais pour moi cette année avec Astana en 2019 dans cette partie, ça va être non. Non, 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 on ne jette pas nos forces dans la bataille, ni sur Dauphiné, qui présentait un profil qui aurait peut-être, oui, bah oui, évidemment, souris à Fulsang, oui, j'ai rien inventé en disant ça. Maintenant, est-ce qu'en envoyant Lopez, j'aurais glané quelque chose? Ou est-ce que je l'aurais bouffé des jours de course, alors qu'il a peut-être besoin de repos, tout simplement, après son Giro? Bah, moi, j'ai penché vraiment pour le repos. Donc, ce qui va être fait, va être vraiment en rapport avec ça, autant sur Dauphiné que sur Tour de Suisse. Suisse était aussi un tour qui aurait pu être très très intéressant. Hein. Là, on avait Egan Bernal hein, qui s'était imposé dans la réalité avec un Tige Benoît 4ème. Ouais, qu'on vienne pas me dire que le mec sait pas grimper quand même, faut pas rigoler non plus. Bon, il était moins difficile le Tour de Suisse par exemple cette année que n'a pu l'être le Dauphiné. Hein. Je parle au niveau du plateau de coureurs présents. Il faut aussi le dire, c'est pas faire injure à ceux qui ont fait top 10 ou top 5 par exemple. Je ne vais donc pas envoyer mes gros coureurs sur ces deux épreuves par étape là, excepté ceux qui ont besoin de rouler, ceux qui ont besoin de jours de course. Et qui a besoin de jours de course, par exemple, dans notre équipe, bien un Lutsenko en a besoin, un Kort Nielsen en a besoin, ainsi par exemple qu'un Kudus. Voilà, un Kudus a besoin de jours de course, très très clairement. Pour ce qui est de Bilbao, Fraile, Sanchez ou encore Fulsang, là on est sur une autre politique, sur une autre attitude, puisque là je vais préparer le Tour de France. C'est donc Magnus Cort Nielsen et Minivino qui iront sur Dauphiné tranquillement, sans aucun objectif, autre que ne pas se blesser. Fulsang, il va se préparer à base de stage. Les équipiers, je vais vous montrer ce que je fais avec juste après. Et donc ça va être un mois de juin bien plus calme que celui qu'on aurait pu connaître éventuellement, ou celui que je peux parfois faire avec mes carrières, puisque là je vais vraiment me focaliser sur le Tour de France et sur la Vuelta qui suivent. Donc c'est parti. On réajuste tout ça. Vous avez vu, j'ai ma team Tour de France là en haut, et puis j'ai mis la team Vuelta tout en bas. On va y venir juste après. Donc à partir de là, on ajuste le programme de préparation et de niveau de forme de Fulsang qui a encore changé avec sa fatigue. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, ça change malheureusement assez souvent. Il faut sans cesse y regarder parce qu'en fait, celui que j'avais mis en place vers le début de l'épisode, bah en fait, il était quasiment plus valable à ce stade-là. Donc j'ai dû remodifier 2-3 petites choses. Je vous rassure, c'est pas non plus supra fondamental. Pareil pour Kudus, on retouche un peu. Pour Omar Fraile, bah ça a l'air d'aller, mais on voit si on peut pas gratter un peu au niveau du pourcentage de forme en fait pour aborder le Tour de France tout simplement, hein, sans que la fatigue explose, hein, c'est toujours le même principe. Un Cataldo a été retenu par exemple en pensant contre la montre par équipe, hein, Cataldo, surtout qu'il n'est pas pourri en montagne et en vallon, donc je me dis que ça peut être un équipier obscur mais précieux. Un Kort Nielsen, je vous en avais déjà parlé, ainsi qu'un Lutsenko auront eux un rôle moins obscur à jouer, hein, très probablement. Et c'est parti, on va mettre en place nos stages. Alors, stage CLM, j'ai dû remettre en place l'ordre des stages parce que Fulsang avait besoin d'un 0% qui n'était pas exactement là où je pensais, bref. De toute façon, quand vous dites un truc, 20 jours plus tard, ou même des fois quelques jours plus tard, une semaine plus tard, le jeu vous fait changer quasiment. Hein, c'est vraiment la leçon principale du truc. On met en place les stages, voilà. Donc il y a une semaine sur laquelle j'en mets que 4 là. C'est parce les autres sont au Dauphiné, donc évidemment. J'ai dû, vous avez vu, combler avec des coureurs qui ne vont pas au Tour pour le stage CLM qui nécessite 8 équipiers, parce que
C'est compliqué, hein. À l'arrivée, c'est un peu une usine à gaz, hein, parce qu'il faut y aller à 8, mais en fait, il y en avait 2 que je voulais pas emmener, sinon ça les aurait tués au niveau de la fatigue. Bref, il y a rien de simple, y a rien de simple, et je me projette déjà aussi sur la Vuelta. La Vuelta pour la team Lopez. Alors vous voyez, je me suis arrangé par cliquer, glisser là. J'ai balancé toute la team Lopez en bas, en tout cas où je m'apprête à le faire au moment où je parle. Je fais des petites tentatives là. Petites tentatives avec modification des semaines d'entraînement pour voir quelle peut être la meilleure solution pour Lopez pour être le plus proche possible du 100% tout en étant, vous avez vu, à fatigue à 33 points dans ce cas de figure à la fin de la Vuelta. C'est génial parce que ça veut dire que si on lui fait faire des stages avant qui le fatiguent, à ce moment-là, Lopez ne sera pas trop impacté. Alors que s'il était arrivé par exemple en fin de Vuelta à 49, là par exemple 49 de points de fatigue affichés, à ce moment-là, on aurait pu craindre qu'une fatigue supérieure naisse soit par stage, soit aussi pendant la course. Donc voilà, après, cliquez glisser pour copier les programmes de forme. Je vais mettre tout le monde à l'abri. Villela, Lopez, Panatarov et Contreras ont été virés du projet. Mais tous ceux qui sont concernés comme ça par la Vuelta sont évidemment mis au chaud. On attend qu'ils puissent se préparer tranquillement à base de stages. Je vous en parlerai à un autre moment, des stages qui vont être mis en place pour eux. J'ai donc simulé ensuite le Tour de Suisse et le Dauphiné, on verra ça juste après. Alors, encore un petit rendez-vous pré-transfert, toujours pour les histoires de dossier. Je vais évidemment être confiant là, pour ce qui est de cibler, pour ce qui est des mecs qu'on a ciblés, il y a vraiment lieu d'être confiant, mais on va aller un peu plus loin. Je vais quand même rajouter quelques contacts avec certains coureurs que je pense que je ne prendrai pas, a priori, mais qui pourraient me servir de plan B au cas où on commencerait à avoir des refus ou des problèmes de négociation. Je préfère me couvrir parce que j'ai des points à utiliser encore, hein, et quelque part autant en profiter. Donc je vais rajouter, donc, sans conviction, hein, je le dis 15 fois, hein, un Nibali, un Landa, un Matteo Trentin, voilà, j'ai comme ça des petites solutions de repli au cas où certains recrutements ne se feraient pas. Et je vais comme ça ouvrir un dossier pour ces gars-là. Ça ne nous coûte rien, c'est juste une couverture. Voilà, donc on valide. On était là au 1er juin, hein, je fais un léger flashback. Et on va évidemment pouvoir avancer. Nos priorités, elles restent des mecs que j'ai mis avec des flèches, hein, d'accord. Ceux qui sont en flèche pleine, ils seront pris, coûte que coûte. Ceux qui sont en flèche pointillée ont de fortes chances de l'être. Voilà, donc on va, je pense, se constituer une équipe. On essaiera qu'elle soit pas trop pétée, donc je vais essayer de me limiter au moment de signer. Mais quand même, il faut qu'on soit un petit peu plus fort dans certains secteurs. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de sprinter. Est-ce que j'ai besoin de le démontrer? Un type qui a ces notes physiques là et qui a 77 et 79 respectivement en sprint et en accélération, c'est notre sprinter. Voilà. Donc on a exactement ce qu'il faut avec Kort Nielsen. Pendant ce temps-là, il y avait Tom Dumoulin et Ilnur Zakarin qui s'étaient adjugés respectivement les tours, enfin le Dauphiné et le Tour de Suisse. Petit partage de surprise de ma part, encore une fois. J'avais fait exprès, je vous l'écris là en fait, de laisser une semaine à 0%. En fait, tu sais que les stages, ça vaut 100% un jour de stage. Elle aurait dû être à 57, elle aurait dû me remonter ma courbe, elle n'a pas remonté la courbe. Bug concernant Luis Leon Sanchez, il n'y a pas mort d'homme. Mais en passant, voilà, signaler, si jamais vous avez eu la même chose, je veux bien que vous me disiez, comme ça, ça ne fera que confirmer. Petit bug, donc semble-t-il que sur les semaines à 0%, le stage ne vaut pas 100% sur les jours concernés. C'est quand même un peu troublant, parce que on s'est fait suffisamment avoir dans le passé avec des surfatigues générées par les stages, pour que maintenant le stage ne coûte rien. C'est quand même un peu bizarroïde. Ok, simulation, hein, pour les
pour les contre-la-montre nationaux. Ok, parce que j'ai pas envie de trop m'attarder, je suis vraiment focus sur le Tour de France. Par contre, les championnats nationaux en ligne, on ira les jouer. Hein. Donc, pour ce qui est des plans de recrutement, rien ne change réellement sur la séquence suivante, si ce n'est que l'intérêt grandit pour nos Kazakhs. Il n'y en a pas trop là parce qu'ils sont d'overall assez faibles. Danois, Italiens, hein, on a dit qu'après on avait un quatrième axe, c'était un axe hispanophone. Il faut bien sûr présélectionner les équipiers de Lutsenko pour le futur championnat du monde. Ok. Et ensuite, petite mascarade pour terminer cet épisode. Championnat du Danemark, il faut qu'on m'explique, ça se passe très mal en fait. Ça se passe très mal. On va aller chercher une 3ème place. Et puis en plus, celui qui a gagné, c'est peut-être un futur coureur à nous. Donc à la limite, le joli maillot, on l'aura peut-être. Mais c'est pas tant ça, le déroulé était absolument affreux. Avec ces histoires d'échapper, ça roule pas, ça prend 15 minutes d'avance. Enfin, on est toujours sur des trucs vraiment débiles. Championnat de Colombie, bah ouais, normalement il a lieu début février, hein, l'épreuve en ligne messieurs. Donc c'est dommage de l'avoir casé là en juillet. D'autant plus que de ce fait, on a que des types. Croyez simplement que les types ils sont en Europe, puis ils vont retourner pour le championnat de Colombie, là, Bernal, Uran. Puis alors là, il y a aussi encore un petit lol à partager, regardez comment. Lopez, qui était calé dans la roue à la base, hein, se fait distancer par Bernal et Uran. Alors, ça s'explique, c'est pas un bug. Voilà, donc Uran va chercher sa victoire. Ça s'explique totalement par le fait que Lopez, bien qu'il ait une jolie note de montagne, en fait Lopez est vraiment faible en plaine, il a 64, et en descente. Donc au final, sur une séquence comme ça, descente, plaine, qu'il se fasse distancer de cette façon-là par Bernal et Uran, ça a du sens. Ça a du sens. Donc bon, écoutez. Décidément, Lopez, il a besoin d'assistance. Hein. Il gagne un Giro, c'est magnifique, mais tout seul, c'est délicat. C'est vraiment délicat. Hein. C'est pas Nibali, voilà. Il faut pas les confondre. Donc, ni Bernal d'ailleurs non plus. On a ensuite ce championnat d'Espagne en ligne pour lequel, en fait, c'est la dernière course là hein, que je vais vous proposer sur cet épisode. J'ai planté quelques banderilles avec Bilbao, puis les frères Issaguirre pour essayer de mettre dans les meilleures dispositions possibles Luis León Sanchez et Omar Fraile. Mon leader là, c'est Omar Fraile. Donc, comme je vous le disais en annonce, l'objectif c'est d'essayer de mettre un plan en place pour battre Alejandro Valverde. On s'est échappé avec Luis León Sanchez. Valverde a suivi. Je vais lui donner un relais. En tout de suite me calmant et en le laissant ensuite prendre les autres relais. Pourquoi? Et après il nous plante, le cochon. Il nous plante, donc il va falloir revenir, on va se caler dans la roue maintenant. On va plus bouger maintenant qu'il nous a fait le coup une fois. Sanchez est beaucoup moins vif, il va beaucoup moins vite que l'ami Valverde, hein, donc ça a du sens. Cependant, il y a peut-être encore quelque chose à faire, puisque je voulais gagner avec Fraile, j'ai fait des petits ajustements là, et au final, Fraile va venir déposer tout le monde devant Enric Mas. En fait, j'ai scotché Valverde du genre, si tu sprintes, il n'y a plus d'énergie, hein. Si tu sprintes, je te sprinte par-dessus, je sais pas si ça aurait marché, hein, pour être franc, je pense qu'il lui restait surtout pas grand-chose. Et dans un même temps, on a par contre lancé Fraile comme un frelon. Voilà, donc c'était la petite victoire finale championnat d'Espagne. L'épisode suivant, évidemment, sera consacré à, certes, petit championnat d'Italie pour commencer. On parlera un petit peu de stage Vuelta de préparation de la team Lopez. Un petit mot sur les pré-transferts occasionneux pour rappeler 2-3 petites choses, mais surtout un Tour de France pour lequel toute l'équipe sélectionnée a véritablement la bave aux lèvres. Je vous dis à très bientôt, nous allons être affamés sur ce Tour de France qui va suivre. Bye bye.